Ça, je ne peux pas ne pas l'embrasser. 3 fois il l'embrasse. Nous allons procéder à l'inauguration de la place Claude Bourdet. Serge Biscot, député de Paris, maire du 13e arrondissement, interviendra en introduction. Il sera suivi du général de Boissieu, chancelier de l'Ordre de la Libération. Raymond Amboirac, ancien résistant, interviendra. Puis Bernard Ravenel, président de l'association des Amis de Claude Bourdet, lui succédera. Bertrand Delanoë, maire de Paris, interviendra alors. Enfin, le maire de Paris, accompagné des enfants de Claude Bourdet et de Bernard Ravenel, procéderont au dévoilement de la plaque. Serge Biscot, député de Paris, maire du 13e arrondissement. Mesdames, Messieurs, nous sommes fiers d'être aujourd'hui ici pour inaugurer cette place au nom de Claude Bourdet. Fiers parce que Claude Bourdet était un exemple, un combattant, un militant, qui, après avoir servi son pays durant une guerre impitoyable, a été un des artisans essentiels de la libération de la France sous la conduite du général de Gaulle. Une exigence inquiète qui l'a conduit à révéler parfois et avec force les travers monstrueux de certains des serviteurs de la France. Un même lien rapprochait tous les combats qu'il menait, celui de la vérité au service des hommes. Comment ne pas rappeler avec quelle insistance il avait interpellé le préfet de police sur les événements du 17 octobre 1961 au Conseil de Paris? Comment ne pas se souvenir de ses écrits prophétiques dénonçant la pratique de la torture dès 1950-1951? Journaliste, fondateur du mouvement de résistance Combat avec Henri Freinet, du journal du même nom, puis de celui qui allait devenir le Nouvel Observateur, et enfin fondateur d'un mouvement original dans notre paysage politique, le Parti Socialiste Unifié, le PSU. Laboratoire d'idées et d'action, le PSU était le creuset de toutes les conceptions d'un socialisme épris de démocratie, de liberté, où se sont côtoyés intellectuels, cadres, ouvriers, chrétiens de gauche, laïcs, réformistes, révolutionnaires. Claude Bourdet disait que ce combat le plus difficile avait été celui mené contre lui-même, contre la peur, contre la lâcheté que nous avons tous en nous, parfois. Il osait avancer que lorsqu'il fut arrêté, malgré la peur de ce qu'il attendait, son premier sentiment avait été le soulagement. Lui, le grand résistant, était soulagé que ce combat s'arrête, que ce fardeau trop lourd ne soit plus sur ses épaules. Il racontait également une autre histoire tout à fait troublante. Le décor est terrible. Il s'agit de l'un des wagons du train qui le transporte vers les camps, dans une chaleur épouvantable, et l'on pense au grand voyage de Georges Sandrone. Dans ce wagon, des résistants avaient réussi à dissimuler une scie, puis à découper les barreaux d'une fenêtre. Quand il proposait aux autres de s'enfuir, certains victimes de rafles refusèrent. Ils n'avaient pas à s'enfuir puisqu'ils étaient innocents. Quand les Allemands constatèrent que la moitié du wagon s'était échappée, ils ouvrirent de coups ceux qui étaient restés. Et les innocents, entre guillemets, finirent leur voyage, nus et battus, nus et humiliés. Il y a des moments où il faut mieux être lucide. Tel était Claude Bourdet, de la France. Général d'armée de... Monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le maire, messieurs les présidents, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs, au nom de l'ordre de la libération, au nom des Français libres, au nom de ses camarades de la résistance, de ses amis, je viens rendre hommage à Claude Bourdet. C'est dans sa participation à la guerre, à la résistance, puis dans le journalisme et la politique, que Claude Bourdet s'est affirmé comme un homme engagé avec la volonté de servir de juste cause. Issu du milieu artistique, son père est l'auteur dramatique célèbre Édouard Bourdet et sa mère écrivain. Il s'oriente vers des études scientifiques, ingénieur en physique. Il est, avant la guerre, chargé de mission au ministère de l'économie nationale. Quand la guerre éclate,
il sert comme lieutenant dans l'artillerie avant d'être démobilisé après l'armistice. Cette guerre escamotée, comme il dira plus tard, le marque profondément. Ayant entendu l'un des appels radiodiffusés du général de Gaulle quelques jours après le 18 juin, il sait que la lutte continue. L'ambiance qui règne à Vichy alors ne lui plaît guère. Il démissionne immédiatement de son poste de chargé de mission au ministère de l'économie nationale. Avec un ami industriel, il ouvre une entreprise dans les Alpes-Maritimes où il vit avec sa femme et ses enfants. Il entre en contact avec la résistance en septembre 1940 par l'intermédiaire du capitaine Vincent du service de renseignement interallié polonais, le fameux réseau F2. Ayant d'abord songé à rejoindre l'Angleterre, cette rencontre, comme il le racontera dans l'aventure incertaine, eut pour lui, je cite, un effet très important. Il me persuada que l'on pouvait aussi se rendre utile en France. Fin de citation. Il rencontre ensuite Henri Freinet et participe au développement du journal Les Petites Ailes, puis du journal Vérité. Il fonde avec lui et Maurice Chevance-Bertin le mouvement de libération nationale qui deviendra Combat. D'abord chef départemental de combat dans les Alpes-Maritimes, Claude Bourdet, alias Lorrain, devient rapidement membre du comité directeur du mouvement et adjoint de Freinet pour l'action politique. Il met toute son énergie dans l'organisation et dans le choix de personnes recrutées, mais traqué par la police de Vichy, au cours de l'été 42, il doit rentrer dans la clandestinité. C'est à Lyon qu'il crée et développe, avec l'accord de Jean Moulin, le noyautage des administrations, le fameux service NAP. C'est avec la responsabilité de ce service qu'il sera amené à prendre en main la préparation de l'insurrection dans les administrations publiques, dans les services des chemins de fer et dans les PTT. Toujours au niveau national, il participe début 1943 à la création du mouvement uni de résistance et siège au comité directeur. Initialement défavorable à la formation du Conseil national de la résistance, car il pense qu'il faut séparer l'activité des mouvements de celle des partis politiques. Il se laisse finalement convaincre. Il y représentera le mouvement Combat en l'absence d'Henri Freinet. Il est arrêté par la Gestapo en mars 1944 et emprisonné à Fresnes, puis à Compiègne. Pendant de nombreux interrogatoires, il va s'efforcer de cacher le maximum d'informations vitales pour ses camarades, tout en laissant croire qu'il parle. Il racontera plus tard, je cite, « Dans mon cas, ce qui était essentiel, ce n'était pas de faire preuve d'héroïsme, mais de réussir. Je n'étais pas assez sûr de ma solidité physique et morale sous la torture. Si je m'étais effondré, les conséquences auraient pu être tragiques pour mes camarades. Après une telle épreuve morale, je savais que je ne pourrais plus jamais condamner ceux qui, n'ayant pas eu la même chance que moi, avaient flanché sous la torture. » Fin de citation. Après plusieurs mois de détention, il est déporté à Neuengamme en juin 1944, puis à Sachsenhausen quelques semaines plus tard. Il est finalement transféré à Buchenwald en février 1945, où il rencontre, parmi d'autres déportés résistants, Christian Pineau, que nous avons honoré, que la ville de Paris a honoré il y a quelques semaines de deux. Après sa libération en avril 1945, Claude Bourdet rentre en France. Il est élu président de l'Assemblée consultative, puis directeur général de la radiodiffusion française. Il est par la suite directeur de plusieurs quotidiens et hebdomadaires, dont France Observateur, l'actuel Nouvel Observateur. Claude Bourdet ne séparait pas son activité de journaliste de son engagement politique et militant. Membre du Parti socialiste unifié, il est conseiller municipal de Paris pendant 12 ans. Anticonformiste, il a signé de nombreux manifestes pour la paix,
participé à de nombreux combats pour le respect des droits de l'homme et défendu les populations opprimées en Yougoslavie, en Afrique et en Extrême-Orient. Il savait à merveille raconter, commenter les idées et les événements. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus connu est L'Aventure incertaine, dans lequel il raconte son action dans la résistance et après la libération. Madame, Messieurs les descendants de Claude Bourdet, je voudrais vous exprimer au nom de tous les compagnons de la Libération nos sentiments très fidèles d'amitié. La ville de Paris, compagnon de la Libération, a souhaité rendre hommage à un autre compagnon de la Libération en inaugurant cette place Claude Bourdet. Je tiens à remercier Monsieur le maire de Paris ainsi que le conseil municipal d'avoir permis que le souvenir et l'exemple de la vie de Claude Bourdet demeurent présents dans la mémoire des Parisiens. Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, mon général, mes chers camarades, Mesdames, Messieurs, l'homme à qui la ville de Paris rend aujourd'hui hommage aura tracé à travers le dernier siècle un sillon qui n'est pas prêt de s'effacer. De sa vie de résistant, de journaliste et d'écrivain, je ne parlerai que de sa participation à la résistance de 1940 à 1944. Ce fut sans doute l'étape décisive d'où tout le reste allait découler. Comme vous l'avez rappelé, mon général, quand la guerre commence il a 30 ans, c'est un jeune ingénieur de l'école polytechnique de Zurich, d'une famille connue d'intellectuels. Sa découverte de ce qui se passe en Allemagne, en Italie et en Espagne le conduit vers ces antifascistes, les chrétiens de gauche. Après la débâcle militaire, démobilisé, il est convaincu que le combat devrait continuer. Comme bien des jeunes hommes, avertis de l'entreprise du général de Gaulle, il envisage de partir pour Londres, mais des contacts sur la Côte d'Azur l'amènent à choisir la lutte en France. Et c'est la rencontre avec Henri Freinet, en janvier 1941, qui va décider de tout. Le voici d'emblée chef pour les Alpes-Maritimes. Claude Bourdet participe dès lors à ses premiers mois de recherche et d'organisation, et d'abord de recrutement. Il faut trouver des hommes et des femmes ayant au moins une qualité essentielle, le courage de l'esprit et du cœur, ceux qui ne sont pas soumis à l'injustice et inclinés devant l'inéluctable, au moment où un tel comportement constituait la règle. C'est au hasard des relations et des rencontres que se constituent, un peu dans toute la France, ces petits groupes de volontaires qui partagent les mêmes refus et les mêmes espoirs. Cette année 1941 verra ces groupes se chercher, se rencontrer, se connaître. Claude participe pleinement à cette quête où la rencontre est parfois l'occasion d'une fusion, comme celle des gouttelettes de mercure. Ainsi naît Combat, qui va devenir un des grands journaux clandestins et par là même un des plus importants mouvements de résistance. Au début de 1942, Claude Bourdet quitte la Côte d'Azur, appelé à Lyon par Henri Freinet, qui en fait son principal adjoint et bientôt son successeur. Il est alors un de ces hommes orchestres, bien peu nombreux, qui vont bâtir la résistance en organisant leurs mouvements et en établissant les contacts avec les autres sur la route décisive vers l'unité. L'organisation du mouvement est une tâche bien complexe dans les conditions de la clandestinité et sous les coups d'une répression de plus en plus active. Il faut diversifier l'action
et spécialiser les personnes. Il y a d'abord le journal, pour lequel il faut du papier, des imprimeurs, un réseau de transport et de distribution. Puis le renseignement, destiné aux Alliés et d'abord à la France libre, avec laquelle Jean Moulin assure les liaisons. Pour répondre au coup de la police de Vichy, bientôt annexe de la Gestapo, les groupes francs précèdent et accompagnent la future armée secrète. Je mentionnerai, comme vous l'avez fait, mon général, spécialement, le NAP, noyautage des administrations publiques, qui fut l'enfant chéri de Claude, avec le soutien qu'il obtint de Jean Moulin dans l'été 42. C'est en partie grâce au NAP que bien des résistants furent avertis des recherches policières, et c'est grâce à lui qu'au moment de la libération, j'en ai fait personnellement l'expérience, l'administration de Vichy fut remplacée par celle de la Résistance et que la France échappa à l'âme-gotte. Et toutes ces formes d'action, comme bien d'autres, il fallait les organiser sur le terrain, c'est-à-dire dans les régions. Dans le même temps, cette année 42 fut celle de la marche vers l'unité de la résistance. Grâce à son expérience et à son sens politique, Claude Bourdet contribua largement à surmonter les obstacles et à réunir dans les murs, mouvements unis de résistance, l'essentiel des mouvements de la zone sud. En 1943, la résistance change de vitesse. Malgré l'occupation directe de la zone sud par la Wehrmacht et par la Gestapo, le flux unitaire s'étend sur toute la France. Claude Bourdet, laissant dans le Midi Ida, son épouse et leurs enfants, s'installe à Paris. Le départ de Freinet pour Londres fait de lui le responsable de ce qui fut peut-être, et il a contribué à ce qu'il en soit ainsi, le plus important mouvement du pays. À ce titre, il entre au CNR et dans son bureau permanent. Tandis que se développaient les maquis et les commandos de l'action immédiate, la répression devenait de plus en plus active. Les arrestations du général de Lestrin, chef de l'armée secrète, et celles de Jean Moulin posèrent d'énormes problèmes et les relations intérieures de la résistance qui devaient les résoudre furent souvent difficiles. Elles ont parfois servi de prétexte à des journalistes ou même à des historiens pour présenter un tableau peu flatteur. Voici ce qu'en écrivit Claude Bourdet dans L'Aventure incertaine. Je le cite. « Que l'on n'imagine pas les relations intérieures de la résistance comme semées de traquenards. Il s'agissait pour chacun de faire triompher le point de vue qu'il estimait juste et d'assurer la mise en place des responsables qu'il jugeait compétents. Toute personne ayant l'expérience des antagonismes de tendance dans une formation politique ou dans un syndicat me comprendra. Ajoutons que les conditions de la clandestinité, le domaine inexploré dans lequel nous agissions, tout cela rendait les tensions inévitables. Le plus étonnant, c'est que peut-être parce que nous savions que seul l'avenir dirait lequel d'entre nous avait raison, ces antagonistes ne se sont jamais mués en véritable hostilité. Il y avait une amitié qui matelassait les points de friction. Après tout, nous étions sur le même bateau. D'ailleurs, si nous avions eu tendance à nous hypnotiser sur nos conflits intérieurs, l'ennemi serait venu nous rappeler que l'adversaire était ailleurs. » Fin de citation. La préparation de la libération, par cet étrange gouvernement clandestin que constituaient ensemble le Comité français d'Alger, le CNR, la délégation générale, s'organisait avec ce mélange de rationalité et d'empirisme qui caractérisait l'armée des ombres. Le 24 mars 1944, Claude Bourdet était arrêté dans une souricière tendue par la Gestapo. Neuengamme, Sachsenhausen,
Buchenwald. Telles sont les bornes de cette autre étape au cours de laquelle notre ami consolida cette magistrature d'influence qu'il allait exercer pendant le reste de sa vie. Merci. Parler de Claude Bourdet, un peu solennel, ce n'était pas son genre, et dans le temps imparti, n'est pas évident. Je voudrais essayer de fixer le message principal que nous transmet sa vie, toute sa vie, et que cette plaque aide à transmettre aux futures générations qui pourront ainsi s'interroger sur cet homme d'une trempe particulière. Raymond Brague vient de parler de l'importance décisive qu'aura eu la résistance dans l'identité constitutive de l'homme, de son existence. Une aventure incertaine. Je partirai donc ici d'une autre facette importante de son existence, celle de conseiller de Paris, du 13e arrondissement, en opposition frontale avec la majorité de l'époque. Et c'est à partir de son expérience intensément vécue pendant 12 ans qu'il a pu, en 1972, écrire un livre qui, dès son titre, pose la question centrale « À qui appartient Paris ?» Dans ce livre, il démontre que Paris était sous le coupe des banquiers, la coupe des banquiers, et qu'il y avait deux grands scandales. Le premier, c'était une énorme spéculation immobilière, éhontée mais légale. Le deuxième, c'était qu'il y avait des grands drames humains provoqués par une nouvelle expulsion massive des habitants modestes de Paris, en particulier dans le 13e arrondissement. Il fallait qu'il y ait des bavures pour qu'éclate le scandale. Et il y en a eu. À Puteaux, la question du quartier de la Défense, aux Halles, je pense vers Rungis, et la Villette. J'en parle pas, mais je vous reporte à son livre. C'est une énorme affaire. Conclusion de Claude, il fallait que les Parisiens reprennent Paris. Et je cite la conclusion de son livre. Il est incroyable que les Parisiens continuent, tout en gémissant, à consolider une structure absurde qui fera l'étonnement des historiens de l'avenir. Peut-être pourrions-nous décider qu'il est temps de changer. Il écrivait cela en 1972. Et je crois que si Claude avait été parmi nous aujourd'hui, il aurait apprécié à sa juste mesure le changement opéré depuis les dernières élections. Partisan très convaincu de la démocratie locale, il disait « L'autogestion, c'est encore dans le domaine communal qu'elle est la plus facile à réaliser ». Il aurait certainement apprécié en particulier le rôle nouveau attribué par la nouvelle municipalité aux multiples associations et conseils de quartier aujourd'hui dans Paris. Claude y aurait vu la résurgence d'une idée qui aurait traversé les siècles et la vie collective des Parisiens, depuis le Moyen-Âge, depuis Étienne Marcel, en passant par la Révolution française, la Commune de Paris, mai 68, sans oublier bien entendu la Résistance et l'insurrection de Paris. Presque toujours, dit-il, il faut que les idées semblent disparaître, que les modèles soient oubliés ou ne demeurent que dans la mémoire de quelques fidèles, pour qu'un jour, plus tard, tout ressurgisse comme dans une nouvelle naissance. Telle était la conception de la vie et de l'histoire de Claude. Rien ne se perd. La somme des actes passés subsiste, visiblement ou invisiblement, de naissance en naissance. C'est le cas des grandes expériences de l'histoire, transmises ainsi aux générations futures, comme l'est bien sûr la résistance. Résistant, passionné de justice, porteur d'un espoir indéracinable, une sorte d'espérance collective. Ces mots ensemble synthétisent l'horizon moral et idéal de Claude Bourdet. Mots qui peuvent constituer les fondements d'un projet politique, à condition bien sûr de restituer à la politique sa nature de service et sa substance profonde de bataille d'idées et donc quelque part d'utopie concrète. De la démocratie locale à la démocratie dans le monde, de la justice locale à la justice dans le monde. Claude a incarné ces mots tout au long de sa vie. Et ceci, non seulement dans sa vie publique, proprement dit, pour lui, cohérent et généreux à l'extrême, il ne pouvait exister de coupure entre sphère personnelle et sphère politique. Pour lui, pas d'écran, pas de censure, et peut-être pour cela une certaine fragilité, face à ceux qui entendent souvent faire de la politique un simple instrument de pouvoir, avec ce réalisme renonciatoire qui fait appel à une certaine duplicité pour transformer parfois l'incohérence en vertu. Pour lui, journaliste, éditorialiste, cofondateur de l'Observateur, on ne change pas la politique
si on renonce à dire, à écrire rigoureusement la vérité, toute la vérité, et aussi à pratiquer, c'est-à-dire à agir politiquement pour que la vérité triomphe. Ce qu'il a fait, parfois seul, et je crois que ça aussi c'est un aspect important, je rappellerai ce qui a été dit tout à l'heure, ce qu'il a fait pour octobre 61, en est une démonstration particulièrement éclatante. Changer la politique, c'est pour lui ne jamais renoncer à porter l'espoir, à porter l'espérance collective et à porter la charge de responsabilité. Ce poids, cette charge, il les a toujours portés sur ses épaules, sans calcul, sans prudence, forçant les temps si cela lui semblait nécessaire et sachant accepter le risque et la fatigue de prendre le chemin seul. Cette charge, cette responsabilité, celle majeure qu'il a prise pendant la résistance, il a continué à les assumer dans de grands combats essentiels pour la France et pour le monde. C'était l'Algérie, on le sait très bien. C'était le Vietnam. C'était aussi la Palestine. Dès 1967, il part avec Témoignage chrétien dans une longue campagne pendant 25 ans de sa vie pour expliquer ce qu'est la Palestine, ce drame qui n'arrête pas de se régler et dont l'existence a souvent été en quelque sorte mal connue et parfois calomniée. Il est devenu le président de l'association France-Palestine. C'est là aussi la course aux armements nucléaires qui l'angoissait beaucoup. Donc décolonisation, lutte contre la guerre, mais aussi engagement permanent dès 1946-1947 de constituer une nouvelle gauche en France, en même temps qu'il pensait que l'unité était la condition indispensable de tout progrès. C'est dans ce sens qu'il a aussi constitué le PSU, une autre aventure incertaine. Pour lui, il ne devait pas y avoir de réalisme de gouvernement ou de politique raisonnable qui puisse nous faire abandonner ses convictions fondamentales et renoncer à l'effort de raccourcir toujours plus la distance entre ce qui se proclame et ce qu'on doit faire et accomplir. Et puis, on ne peut parler de Claude aujourd'hui sans parler de paix et de guerre, le dilemme fondamental de l'humanité qu'il a toujours pensé. Et en ce début du XXIe siècle, avec le retour de la guerre comme instrument de la politique, y compris en Europe, nous sommes particulièrement inquiets. Ce retour aurait été ressenti par Claude comme l'héritage le plus lourd que le XXIe siècle aurait reçu du XXe siècle finissant. Nous avons eu la guerre en ex-Yougoslavie, y compris celle de l'OTAN, ainsi que celle des Russes contre la Tchétchénie. Les guerres, pour la première fois depuis 1945, ont ramené en Europe les bombardiers, les bombardements, les chars, les victimes civiles, les réfugiés au centre de la scène européenne. À la lisière de l'Europe, au Moyen-Orient, nous assistons à la résurgence de la logique de guerre, entre Israël qui représente non pas un peu l'Occident et la Palestine qui représente un peu le monde arabe et le tiers-monde. Tout cela a des répercussions sur l'ensemble du monde. La seule réponse possible aujourd'hui, c'est la reprise de la lutte pour la paix à l'échelle globale. Pour lui, la conservation et le développement du droit, c'est le nom de la paix aujourd'hui. Je dirais presque le nom de la révolution. Et cela ne peut être, comme on l'a souvent accusé finalement, la tâche de minorités rêveuses ou éclairées, comme étant ou sont considérés les pacifistes, entre guillemets, comme Claude. C'est la tâche de tous. Le réalisme pousse à agir non seulement pour l'intérêt des agressés de la guerre, qu'ils soient en Irak ou en Palestine, mais aussi pour l'intérêt des agresseurs, et d'une manière générale pour l'intérêt de toute l'humanité. C'est la seule perspective de paix qui compte. Parfois, et je voudrais conclure là-dessus, on peut se demander d'où Claude a pu puiser toute son énergie pour continuer jusqu'au bout son combat, si j'ose dire. C'est une demande que beaucoup d'entre nous, d'expériences ou de biographies analogues, aussi différentes, se sont adressés à eux-mêmes, et dont la réponse n'est pas évidente. Parce que beaucoup de déceptions, beaucoup de contradictions, de défaites nous ont parfois découragés, divisés, dispersés. Beaucoup d'illusions se sont peut-être aussi dissipées. Mais encore une fois, Claude l'a souvent dit, il faut continuer parce qu'il est normal et juste de le faire, tout simplement. Mais quelqu'un, infiniment sage peut-être, mais peut-être aussi infiniment stupide, demandera rapidement, mais qu'est-ce qui est juste? Mais non, ce n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est de continuer. Continuer sur un sentier, un chemin déjà tracé. Comme il a dit d'ailleurs en citant Aragon, si j'avais à refaire, je reprendrais ce chemin. Et ce sentier irrégulier, tortueux, approximatif, mais un sentier, où tous les fragments de sa vie,
comme les morceaux d'un miroir brisé, nous renvoient toujours la personne de Claude en marche vers un horizon d'espoir, certes mobile, mais qui se conquiert, se modifie et se rénove chaque jour. C'est à refaire, je refais ce chemin. Recueillir le témoin et poursuivre sur ce chemin vers les horizons infinis qu'il nous offre est la seule chose qui peut nous rendre capables d'obéir à l'ultime conviction de Claude. Le grain semé ne meurt jamais. Bertrand Delanoë, maire de Paris. Mesdames et messieurs les enfants, la compagne, les petits-enfants aussi de Claude Bourdet. Monsieur le député maire du 13e arrondissement, mesdames et messieurs les élus, monsieur le chancelier, monsieur le président de l'association des amis de Claude Bourdet, vous toutes et vous tous, surtout ses compagnons de clandestinité, de souffrance et d'espérance. Vous, citoyennes et citoyens de Paris qui pensez que l'on n'a pas d'avenir lorsqu'on n'a pas de mémoire. Paris est une ville dont je suis heureux, à quelques jours d'intervalle, faire en sorte que dans sa trame, dans son futur, s'inscrivent les noms de compagnons de la libération. Aujourd'hui, Paris rend hommage à Claude Bourdet, héros de la résistance, militant de l'émancipation des hommes et conscience de son époque. Claude Bourdet compte parmi les figures qui ont marqué le XXe siècle de l'empreinte de leur engagement. Loin, très loin des renoncements et des facilités de la résignation. Son cheminement se nourrit de fidélité à ses convictions et de choix d'honneur. En cela, Claude Bourdet demeure dans notre mémoire collective comme une référence. Notre cité accueille en son sein l'un de ses enfants, né le 28 octobre 1909 dans le 17e arrondissement, et ardent militant de ces valeurs qui forgent l'identité de Paris. Engagé dans sa jeunesse pour le Front populaire et contre la guerre d'Espagne, Claude Bourdet se lève dès 1941 contre l'occupation allemande et la collaboration de Vichy. Enrôlé par Henri Freinet, il devient très vite un des grands acteurs de la résistance. Animateur du mouvement Combat, membre en 1943 du Conseil national de la résistance, il est le grand artisan, comme vous l'avez dit, de la stratégie d'infiltration de l'administration vichiste. Créateur des réseaux de noyautage, il en devient le responsable sur l'ensemble du territoire avec l'aval de Jean Moulin. Cette lutte, il va la payer au prix fort. Le 24 mars 1944, il est arrêté par la Gestapo. Torturé, déporté, il affronte l'épreuve des camps avant d'être conduit à Buchenwald. Avec une très grande sensibilité, Françoise Seligman décrit la profondeur de cet engagement, elle qui fut sa camarade de lutte, partageant l'angoisse et la clandestinité. Claude Bourdet, dit-elle, est l'exemple du héros de la résistance moins médiatique que ceux dont la vie a frappé les imaginations, mais plus authentique, car il s'est imposé des contraintes qui lui étaient insupportables avec un courage au moins autant moral que physique, mais aussi dans la certitude jamais défaillante qu'il ne pouvait agir autrement et que ce combat-là méritait tous les sacrifices. Claude Bourdet est fait compagnon de la Libération le 19 octobre 1945. La même année, il devient vice-président de l'Assemblée consultative, puis poursuit sa carrière de journaliste, comme vous l'avez dit, à Combat et à France Observateur.
Il entretient l'esprit de résistance, mobilisant son talent de plume et d'analyste de l'actualité pour alerter, pour révéler, pour dénoncer tout ce qui, selon lui, bafoue la dignité humaine. Hostile à la guerre d'Algérie et favorable à l'indépendance de ce pays, il est l'un des tout premiers à dénoncer la torture en décembre 1951. Il est également l'un des rares à stigmatiser les exactions commises lors des événements du 17 octobre 1961, interpellant publiquement le préfet de police Maurice Papon en séance du Conseil de Paris. Opposé à l'armement nucléaire, il fonde en 1962 le mouvement contre l'armement atomique en France, devenu mouvement pour le désarmement, la paix, la liberté. Son combat, car le pluriel est ici inutile tant la démarche est cohérente. Son combat, il le mène aussi en tant que militant du PSU, auquel il restera fidèle jusqu'à son autodissolution en 1990. Mais évoquant la mémoire de Claude Bourdet, c'est aussi l'amoureux de Paris que nous honorons aujourd'hui. Conseiller municipal du 13e arrondissement, élu en 1959 sous l'étiquette UGS, réélu en 1965 sous l'étiquette PSU. Il accomplit ce mandat local avec une exigence qui distingue à la fois l'homme et une certaine conception de l'engagement politique. Sur bien des sujets qui demeurent aujourd'hui au cœur des défis de la civilisation urbaine, il développait, il y a plus de 30 ans, une pensée que je n'hésite pas à qualifier de visionnaire. Dans son livre que vous avez cité, « À qui appartient Paris ?», paru en 1971, il affirme un attachement profond à la démocratie locale contre ce qu'il appelle l'influence oppressante de la technocratie. Il critique déjà, et avec quel esprit, une cité asphyxiée par l'automobile, utilisant l'image de cet animal mythique, le catoblépas, il a créé le nom, qui, pour se nourrir, dévore son propre corps en commençant par ses pattes. La crise du logement et les dérives de la spéculation stimulent aussi la révolte et le style acéré de ce citoyen libre. En donnant son nom à une place du 13e arrondissement, Paris lui rend un peu de ce que notre ville a reçu de lui. Juste, généreux, audacieux, cet homme de conquête, de talent et de conviction prend dans notre mémoire collective la place qui lui revient. En 1940, dans L'étrange défaite, Marc Bloch écrivait « Il n'est pas de salut sans une part de sacrifice, ni de liberté nationale qui puisse être pleine si on a travaillé à la conquérir soi-même. » Aujourd'hui, l'extraordinaire travailleur de la liberté que fut Claude Bourdet reçoit de notre cité l'hommage qui mêle gratitude, respect, mais aussi fidélité au message d'espoir qu'il nous a légué. Voilà, merci à vous. Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons une petite réception
au couvent des Dominicains très proche, 18 rue des Tanneries. C'est la première à droite quand vous prenez cette route-là sur la droite. Là, hein. Une réception que nous vous offrons au nom de l'association des Amis de Côte-Bourdet. Vous êtes tous invités. Merci. Bonjour. Pardon? Tu peux pas aller chez les Dominicains, toi, quand même. Mais je vais retrouver mon ami Bart. Que pardonner les amis. Ça ne pas très grande, on y arrivera. Ah oui, oui. Ah bon. Ça y est, vous êtes arrivé bien à temps. Et on va ça commençait. Après, quoi. Oui, ça commençait, c'était le premier discours. C'est pas grave, c'est pas...